Donc le live est lancé, bonjour à tous. Nous retrouvons pour ce deuxième live de Étrange Enfance, notre prochaine nouvelle anthologie, avec trois auteurs qui rejoignent cette anthologie. Donc une que vous avez déjà eu le plaisir de découvrir sur Belle Époque, qui est Nolwenn Pamart. Et de nouveau, Éric Fesquier et Maxime Herbeau qui nous rejoignent donc pour cette nouvelle aventure. Donc déjà quelques mots sur le Ulule qu'on a lancé lundi dernier, donc il y a 3 jours. On vous remercie beaucoup pour le beau lancement qu'il fait, puisqu'on est déjà, je crois, vers 85%, donc bientôt les 100%. Donc merci beaucoup, puis merci pour le soutien. On va faire au mieux pour que ça reste le plus dynamique possible. Pour rappel, le financement des 100% permet d'assurer l'impression couleur du livre, et puis pour tous les bonus, donc les finitions plus luxueuses, etc., ça sera après, donc c'est que le début, les 100% de cette campagne. Donc vraiment merci de nous faire confiance une nouvelle fois. Et puis on espère que ça va bien se passer. En tout cas, on va animer avec des lives tout au long du mois pour vous en faire découvrir plus sur l'anthologie qu'on prépare. Donc il y a un sujet un peu nouveau qui est un peu moins, on va dire, historique ou culturel, dans le sens historique aussi, avec les démons japonais, que les précédents, mais qui en fait est aussi très riche et nous permet d'explorer aussi tout un univers et beaucoup d'ambiances différentes. Et c'est justement le cas avec cette thématique autour des énigmes, de la magie et des mystères qui parsèment le monde de l'enfance, les jeux de l'enfance, et puis les films d'horreur aussi, il faut le dire. Donc je vais demander à chacun de se présenter déjà un petit peu pour que vous puissiez avoir connaissance de nos nouveaux auteurs ou de Nolwenn si vous la découvrez. Donc on va commencer par Éric. Bonsoir à tout le monde, tous les spectateurs. Donc moi j'écris depuis à peu près 2008, avec une période de 4-5 ans au milieu où j'ai pas écrit du tout, pour plein de raisons. Donc en fait j'ai publié quelques nouvelles par-ci par-là. La première que j'ai publiée, c'était dans Reflet d'ombre, un fanzine qui existait, je ne sais pas s'il existe encore. J'ai publié dans le numéro 21 et 22, et ensuite j'ai collaboré avec des gars de Nanas Prod, une association qui est dans le Nord, là, où j'ai publié dans tous les bouquins qu'ils ont sortis, c'est-à-dire le Enzi numéro 1, 2 et 3. Il y en aura d'autres à venir plus tard. Et là, récemment, j'ai publié dans 2 anthologies, et donc je suis très content, quoi. Et puis la troisième qui va arriver, là, que je suis encore plus content, parce que la couverture est magnifique, je trouve. Franchement, là, j'étais ravi, quoi. Je suis vraiment content de faire partie de cette anthologie, quoi. Et puis voilà, donc j'ai une quarantaine de nouvelles à mon actif. La plupart ne sont pas terribles, mais il y en a d'autres qui sont pas mal. Donc voilà. Merci. Nolwenn, à ton tour. Oui, bonjour à tous, enfin bonsoir plutôt. Donc, moi c'est Nolwenn Pamart. Il y en a peut-être qui me connaissent déjà s'ils ont lu ma nouvelle dans l'anthologie Belle Époque. Donc, j'écris pas mal de nouvelles aussi, comme Eric, certaines voilà, et d'autres plutôt pas mal. Moi j'ai vraiment un grand goût pour et la nouvelle fantastique d'un côté et la nouvelle historique de l'autre. Et donc là, je vais pas déroger à la règle. J'ai fait une nouvelle fantastique et historique pour Étrange Enfance. Et voilà, la nouvelle parle un petit peu de perte d'innocence et de perte d'illusion. Il y a un petit côté métaphorique. Et généralement, en fait, à travers à chaque fois un angle certes historique, j'essaye toujours de parler de thèmes qui nous occupe encore aujourd'hui, en fait. Et il y a vraiment un traitement qui se veut assez contemporain, même du récit historique. Voilà, en gros, je pense qu'on peut résumer comme ça mon travail. Merci Nolwenn. Et donc Maxime. Bonsoir à tout le monde. Je suis moi aussi très content de faire partie de l'aventure de cette nouvelle anthologie. Moi, je suis un auteur un peu débutant, puisque je publie depuis assez récemment, finalement. J'écris beaucoup, comme mes collègues, mais ça fait pas très très longtemps que je publie. Donc là, j'ai actuellement un roman fantastique publié chez Inceptio Éditions.
à Gravel ou l'envers du temps, à base de trains et de voyages dans le temps. Et pour être cohérent, il y aura aussi un train dans ma nouvelle qui va sortir donc dans l'anthologie, parce que je trouve que le train et le fantastique ont partie liés et que c'est une thématique qui m'est très chère. Donc voilà, j'aime bien aussi la fiction courte. J'ai pas mal de nouvelles aussi dans mes tiroirs, dont quelques-unes qui commencent à être publiées. Et c'est toujours aussi sous un angle un peu étrange, fantastique, un peu à la Franz Kafka ou Borges, qui sont les auteurs que j'aime bien. Voilà. Alors, donc pour l'anthologie Étrange enfance, je voulais savoir un petit peu ce qui vous avait vraiment attiré dans cet appel à texte et quel avait été votre choix. Donc tous les trois, comme le nom l'indique un petit peu sur donc le programme de ce live, contrairement aux auteurs précédents, vous n'êtes pas parti sur des jouets, donc on est sur quelque chose de plus conceptuel, on va dire, hein, plus le côté mystère, découverte, énigmes, chasse au trésor, etc. Donc voilà, je vous demanderai de présenter un petit peu rapidement votre intérêt pour le sujet étrange enfance et le sujet de votre nouvelle. Donc on reprend avec Eric. Disons que moi j'avais déjà une nouvelle qui avait été écrite. En fait, c'est bizarre parce que cette nouvelle-là qui a été acceptée, en fait, c'est la première nouvelle que j'ai écrite après 4-5 ans où je n'ai rien écrit, pas une ligne, quoi. Donc j'avais écrit ce texte en 2017 et je l'ai repris pour l'appel à texte, hein. Je l'ai repris, j'ai changé des trucs. Et en fait, j'ai abordé dans ce texte pas mal de trucs de l'enfance, quoi. Bon, il y a l'énigme, la carte au trésor, etc., qui domine un peu tout ça, mais sinon, il y a beaucoup de nostalgie dans cette nouvelle. Ça parle de beaucoup de choses, la bande de copains, l'amour. Il peut y avoir aussi le harcèlement que peuvent subir les enfants ou les gens qui sont a priori un peu différents, quoi. Mais surtout, voilà, ce qui domine, c'est le mystère et l'étrange. Et ça me plaisait parce que dans toutes mes nouvelles, de toute façon, il y a toujours un truc mystérieux et étrange. Et en fait, je me sentais bien dans mon élément avec cet appel à texte parce que c'est exactement ça. C'était le titre exact de l'appel à texte, c'était Retour en enfance. C'est pas ça? Voilà. C'était exactement ça, quoi. Donc, j'ai dit, je me lance, je la reprends. J'ai travaillé dessus pendant un petit moment. Et puis, elle a été acceptée, quoi. Donc, voilà. Donc Nolwenn. Alors, en fait, bon, l'appel à texte, je l'ai repéré assez vite et jusqu'à vraiment quasiment la dernière minute, j'ai beaucoup hésité sur sur quoi je voulais écrire pour l'appel à texte. J'ai vraiment réfléchi, j'ai vraiment pris du temps. Il y a eu un grand débat avec mon compagnon sur le sujet que j'allais choisir et développer. Lui, il voulait que je fasse une nouvelle inspirée d'une chanson de la chanson Ice Cream Man avec une sorte de confiseur qui curait des enfants, etc. On est parti dans un délire comme ça, mais il y avait quelque chose qui me convenait pas trop et finalement j'ai voulu repartir un petit peu de l'émerveillement des enfants devant devant le spectacle, plus généralement un spectacle de magie, et le fait qu'il y a vraiment à ce moment-là une indistinction encore entre ce qui est réel, ce qui est magique, comment on comprend le trucage, et avec l'idée aussi qu'il n'y a rien de plus sérieux qu'un enfant qui joue et qu'un enfant qui essaye de comprendre. Et c'est pourquoi je suis partie donc dans une double direction. Le décor de ma nouvelle, c'est le cirque, avec vraiment le grand cirque à l'ancienne, la grande fête foraine autour, la ménagerie, etc. Et le sujet même, c'est un prestidigitateur et son spectacle de magie et le fait qu'il est découvert avec énormément de passion et de sérieux par un enfant et que l'enfant commence à entrevoir. Et c'est le titre de la nouvelle, L'envers du décor. Très bien. Et donc Maxime. Alors moi, l'enfance a partie liée avec beaucoup des histoires que j'ai écrites, donc c'était un appel à texte qui m'a tout de suite parlé. Et j'avais plusieurs idées et j'en avais une qui était vraiment
pur fantastique classique sur Halloween avec un cimetière, avec des enfants qui vont dans le cimetière la nuit d'Halloween, hein, qui vont avoir des drôles de surprises, un peu à la Goonies, à l'ancienne. Et puis, j'avais une autre idée qui me trottait dans la tête depuis un certain temps, qui était liée à l'enfance, mais pas explicitement voilà, à toute la thématique des jouets, du monde, du décorum de l'enfance, comme les cirques, les parcs d'attractions. C'était quelque chose qui me terrifiait, moi, quand j'étais petit, c'était les problèmes de maths, parce que moi, j'ai toujours été nul en maths. Et quand je voyais arriver un problème avec une baignoire, avec un robinet qui commençait à couler avec un certain rythme, deux trains qui partaient à la même heure de deux villes et qui allaient se croiser, il fallait calculer. Oh là là, alors moi, c'était mon cauchemar. Hein. J'en rêvais la nuit. Quelquefois, je rêvais la nuit que je trouvais la solution d'un problème de maths que j'avais eu à l'école dans la journée. Et bien sûr, quand je me réveillais le lendemain, c'était pas du tout la bonne solution, celle que j'avais eue en rêve, hein, c'était n'importe quoi. Mais bon, ça fait partie de mes peurs d'enfant. Voilà, donc je me suis dit que c'était peut-être un angle original aussi à explorer. Et c'est sur ces problèmes de maths hein, qui sont le pain quotidien des enfants que je me suis lancé pour ma deuxième nouvelle. Donc j'ai proposé les deux à l'appel à texte, puisqu'on pouvait en proposer deux. Et c'est celle-là qui a été retenue, alors que c'est peut-être celle qui partait le plus dans le conceptuel et qui ne collait pas vraiment avec cet univers un petit peu monstrueux de l'enfance, des jouets, etc. Donc, bon, je suis très content que cette nouvelle-là ait été prise parce que c'est vrai que ce n'était pas forcément celle sur laquelle j'aurais parié au départ. Voilà. Alors oui, justement, c'était effectivement, on peut dire que c'est un sujet qui nous a un peu surpris, mais c'est aussi pour ça qu'on l'a valorisé, puisqu'on s'est dit qu'après tout, c'est vrai que pour beaucoup d'enfants, les mathématiques, c'est une matière qui est difficile, on va dire, qui est compliquée, qui est un peu la matière la plus crainte, et d'autant que depuis la deuxième moitié du XXe siècle, les mathématiques sont devenues la matière la plus éliminatoire, au final la plus importante, puisque ça permet de trier efficacement les élèves pour l'entrée au supérieur. Donc c'est quelque chose qui, depuis les années 2010, commence à être critiqué. Mais en attendant, si on n'est pas bon en mathématiques, il y a quand même la menace de ne pas avoir d'avenir au final. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez angoissant, je pense, pour la plupart des enfants. Et voilà, à savoir, parce que j'ai fait quelques recherches du coup sur le sujet, que les mathématiques n'ont pas toujours été autant, une matière aussi respectée, aussi mise en avant. Par exemple, à la Renaissance, c'était considéré comme une matière populaire, pas noble, une matière de commerçant. Donc, c'était beaucoup moins important que la philosophie. Donc, comme quoi les choses changent et on va avoir avec les autres thématiques aussi, hein, notamment la magie, etc., qu'il y a aussi des évolutions au niveau des peurs, au niveau de la fascination, comme on a vu avec les poupées, etc. C'est des choses en constante, tout le temps en changement. Oui, qu'est-ce que je voulais dire aussi que oui, justement, sur le côté conceptuel, c'est que les mathématiques, et je pense, dites-moi aussi si vous avez une expérience sur les mathématiques, c'est une matière qui est difficile pour les enfants, notamment parce que justement, elle est basée sur de l'abstrait, c'est basé sur du concept et sur de la logique pure. Donc, c'est très, on va dire, vraiment très mental. Et comme un enfant fonctionne souvent beaucoup par l'observation, c'est une matière qui fait une demande d'abstraction qui peut être compliquée, sachant que les enfants sont réputés pour plus de la moitié des enfants ont actuellement des difficultés en mathématiques et sont meilleurs notamment en géométrie. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous avez envie d'ajouter quelque chose sur vos expériences en problème de mathématiques. Moi, je suis d'accord avec Maxime, les maths, c'est terrifiant. Encore aujourd'hui, je fais des cauchemars où on ne me laisse pas passer en sixième parce que je ne sais pas poser une division. Donc, je comprends tout à fait. Alors, je tiens à ajouter une précision pour les gens qui aiment les maths hein, et qui regardent ce live. Je ne suis absolument pas contre les maths. Les maths est une matière que je respecte beaucoup et j'aurais aimé être bon en maths. Hein. Je ne suis pas en train de dire que les maths c'est nul. Et le message de l'histoire qui sera dans l'anthologie n'est pas du tout anti-maths. Hein. Attention, là on respecte tout le monde. Voilà, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de mathisme. Hein. Moi j'aime bien les maths, c'est juste que je suis nul. Voilà. Non, je pense que ça reste aussi un hommage à la matière. On n'est évidemment pas en train de dire quoi que ce soit de mal au sujet des maths, juste que c'est une matière qui demande une abstraction, qui demande aussi de prendre pour acquis,
Justement, sur les problèmes de maths, on vous dit juste les choses sont ainsi, et considérant que les choses sont ainsi, il faut trouver la solution. Et c'est vrai que dans la nouvelle de Maxime, on a justement un personnage qui prend un peu tout au pied de la lettre et qui ne veut pas juste accepter l'exposé tel qu'il est, même si dans la réalité, évidemment, dans les problèmes de mathématiques, ils ne font souvent pas vraiment sens, puisque on essaye de rendre ça ludique pour les enfants. Justement, il y a ce côté un peu énigme à résoudre, mais c'est pas vraiment un problème que l'enfant a envie de résoudre, puisque il n'existe pas vraiment. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, puisque c'est toi qui as écrit la nouvelle, Maxime. Bah, pour moi, c'est ça, c'est que les problèmes de mathématiques, pour moi, étaient vraiment des fictions quand je lisais, Ouais. et m'intéressaient plus en tant qu'histoire qu'en tant que problème logique à résoudre. Donc c'est vrai que voilà, ça crée voilà, une situation imaginaire, un monde imaginaire dans lequel on doit appliquer une logique qui est bien pratique et réelle pour s'en sortir et trouver la solution et la fin de l'histoire finalement. Et ça m'a toujours attiré ces problèmes-là, bien que j'ai eu beaucoup de mal à les résoudre. Et que je ne sache toujours pas les résoudre en tant qu'adulte d'ailleurs. Hein. Donc voilà, il y a une frustration aussi quelque part. Mais voilà, c'est vrai que pour moi, il y a toujours eu du fantastique dans les maths. Ces problèmes de maths avaient une dimension un peu fantastique déjà quand j'étais petit et que j'ai essayé de retrouver dans cette histoire-là. Donc voilà. Très bien. Et donc, en parlant justement de choses difficiles à résoudre, on a le côté fantastique qui n'en est pas forcément. On a la magie, donc les spectacles de magie, qui a connu une évolution. Donc, je crois, Nolwenn, tu as justement quelques références historiques sur la magie. Je pense que quand on est enfant, on s'est tous laissés avoir par les spectacles de magie, à se demander mais comment il fait. Alors, pour un regard d'adulte, je pense aujourd'hui, avec en plus Internet, on sait comment ça fonctionne, mais c'est vrai que pour un enfant, c'est la grande énigme. Je pense que le premier spectacle de magie, justement, un enfant ne voit pas tous les détails comme un adulte. Je crois qu'on en avait parlé dans le précédent live. Et donc, il y a des subtilités très pratiques dans la prestidigitation qui ne va pas voir. Oui, d'ailleurs, dans ma nouvelle, je révèle un truc de tour de magie, je vous préviens. Après, il ne faudra pas trop m'en vouloir parce que le tour a plus de 100 ans. Donc, ça va. C'est pas un énorme spoiler, mais en gros, je révèle le truc du célèbre tour de la femme coupée en morceaux. Vous voyez, cette femme qu'on met dans la boîte et qu'on scie, et dont les petits pieds bougent au bout de la boîte pour montrer qu'elle serait bien coupée en deux, etc. Évidemment, le truc, c'est que la personne se recroqueville au sein de la boîte, et en fait, ce sont des petits pieds mécaniques qui continuent à bouger en rythme. Sachant qu'à l'époque, quand le tour a été créé, dans les années 20, ces pieds devaient obligatoirement être chaussés parce qu'il n'y avait pas encore de machine assez précise pour faire des pieds réalistes nus. Et donc, la femme coupée en morceaux avait toujours des jolies chaussures pour bien cacher que ce n'étaient pas des vrais pieds. Et l'idée, en fait, c'était de travailler à partir de ce tour. Et en fait, la femme coupée en morceaux, c'est à la fois quelque chose qui apparaît dans la prestidigitation au début du XXe, mais c'est aussi quelque chose qui faisait à l'époque l'effet divers, parce qu'il y avait beaucoup d'affaires qu'on appelle les affaires de la malle sanglante, avec des gens qu'on retrouvait découpés dans des valises. Ça arrive à peu près à la fin du XIXe. Et je me suis dit, mais on va mélanger ça, on va imaginer qu'en fait, il y a un magicien qui est peut-être pas super fort et qui, du coup, de temps en temps, rate son tour, et que donc, il faut bien se débarrasser de ces femmes coupées en morceaux. Et l'idée, c'était de mêler finalement plein de choses. La nouvelle se passe sur 2 temporalités. On a la temporalité du magicien, qui se passe pendant la Belle Époque. Hein. Il y a un glissement par rapport à la précédente anthologie. Et le spectacle tel que vu par un gamin bien des années plus tard, dans un cirque des années plutôt 30-40. Et l'idée, c'était de voir un peu l'histoire de ce tour. C'est vraiment inspiré de la vraie histoire de l'histoire de ce tour, même si aucune femme n'a été réellement découpée dans ce tour, je vous rassure. Mais sur un peu l'histoire de création, imaginer comment ça aurait pu être autrement, etc. Et tout ça en le replaçant dans la grande mode de ces vanishing ladies, entre guillemets, qui étaient toutes ces escamotages, ces jeux d'illusions d'optique autour de la femme qui disparaît et qui ont vraiment fait florès au début du XXe siècle. Et justement, dans la magie, il y a ce côté à la fois fascinant, mais c'est vrai que dans les spectacles de magie, il y a autant les sujets un peu mignons avec les foulards et les choses comme ça,
et des sujets qui sont plus un peu le clou du spectacle de magie, c'est la femme coupée, et là on est quand même dans quelque chose d'assez glauque quand même, il faut dire. Et je pense que la plupart des enfants qui ont vu ce spectacle ont toujours un peu d'inquiétude puisqu'il y a la naïveté avec, donc quand on a l'impression qu'il le fait vraiment, on se demande si ça va vraiment bien se passer. Donc je pense qu'il y a quand même toujours une angoisse pour l'enfant avec ce spectacle de magie. Oui, bah, c'était un peu l'idée que la grande illusion entre ça, entre les gens qui sont enfermés dans de l'eau et s'ils sortent pas autant, ils vont étouffer, etc. Je me suis dit, je vais partir un peu sur quelque chose qui est de l'ordre du spectacle, mais qui est de l'ordre du spectacle qui, quand même, peut impressionner des enfants, peut leur faire des cauchemars, et avec toujours cette question, bah, un peu comme Maxime, de à quel moment on va prendre les choses au pied de la lettre, à quel moment on va se dire non mais c'est pour de faux. Et il y a vraiment ce côté aussi dans l'enfance de l'apprentissage de quand est-ce que c'est pour de faux, quand est-ce que c'est pour de vrai, avec en plus dans la magie toute la question du secret. Et pour moi l'enfant c'est aussi la personne à qui on ne dit pas tout et à qui on a, enfin, envers qui on a encore des secrets. Donc c'était pour ça que j'ai voulu faire le lien dans l'écriture de la nouvelle. Oui, et sachant aussi que avant justement, on n'a pas beaucoup parlé des films d'horreur donc dans le précédent live, mais bon, d'ailleurs, le magicien, je pense dans la littérature et dans les films un peu angoissants, c'est un personnage qu'on va retrouver, qui est un personnage qui est souvent inquiétant, donc je pense pas, dans ce genre de film, en tout cas, il a rarement un rôle très positif. Et aussi, c'était un peu les premiers trucages, hein, puisque avant les films, pour faire un peu peur aux gens, donc là, on ne parlait plus des enfants, mais c'est plutôt un public adulte, on avait justement des spectacles de magie, aussi le théâtre du Campagnol, etc., qui ont permis de mettre en place des trucages effrayants. D'ailleurs, justement, la femme qui disparaît, c'est l'ancêtre de la femme coupée en morceaux, mais la femme escamotée, la femme qui disparaît, ça va être un film de Méliès. Donc, grand illusionniste qui est ensuite passé dans les premiers effets spéciaux et qu'on connaît bien. Et on a un film de Méliès, vous pouvez le retrouver sur YouTube, c'est complètement disponible, qui s'amuse à faire disparaître des femmes, voire à les transformer en squelettes, en machin, en truc un peu bizarre. Et bien sûr, ça a un peu vieilli pour nous qui sommes habitués à voir des choses vraiment différentes et vraiment poussées, mais ça reste impressionnant à voir dans le procédé et c'est assez amusant. Et donc, on parlait donc des spectacles de magie qui sont apparus justement dans les années 20 et puis un peu avant avec la fin du 19e. Pour aussi la popularité, là on va parler un peu de la nouvelle d'Éric, hein, des jeux de pistes, chasse au trésor, etc. On est aussi dans cette même période. Donc à la base, c'était plutôt dédié aux adultes même les chasses au trésor sont devenues très populaires dans les années 30 aux États-Unis, dans les milieux mondains. Et aujourd'hui, c'est un peu un incontournable des fêtes anniversaires des enfants. C'est un peu moins populaire chez les adultes, donc on a souvent un glissement, on remarque avec ce qui amusait les adultes mondains de la belle époque, hein, et du début du siècle, qui sont passés dans des activités considérées plutôt pour les enfants ou dans des spectacles qui sont impressionnants pour les enfants, mais plus pour les adultes. Donc on voit un peu ce changement. Mais justement, c'est ce qui m'intéressait dans la nouvelle d'Éric, c'est qu'elle rend hommage un peu à un certain genre de la littérature de la horreur et de la cinématographie horreur, puisque on a le côté enfant, un peu groupe d'enfants, donc il peut rappeler, je ne sais pas si Éric y a pensé, mais un petit peu ça, peut-être de Stephen King, avec donc ces enfants qui se retrouvent impliqués dans quelque chose finalement qui est d'angoissant, qui va les dépasser, alors qu'à la base, c'était pas du tout prévu et qui va faire un peu peut-être mettre à mal le groupe d'enfance et les souvenirs liés à cette enfance, mais aussi le côté jeu de piste qu'on retrouve, le côté jeu et l'horreur, c'est quelque chose de très spécifique. Je pense qu'Éric pourra mieux nous en parler, puisque c'est assez fréquent aussi, ce décalage entre jeu et cruauté. Ah oui, surtout dans les films d'horreur, oui, il y a beaucoup de films comme ça où il y a une énigme, forcément, il y a du sang qui va couler à un moment donné, quoi. Ça, c'est sûr qu'il y en a pas mal. Après, oui, moi, il y a l'histoire de la... Enfin, moi, je voulais mêler vraiment l'étrange avec l'enfance et cette histoire de
cartes au trésor qui n'en est pas une, en fait, parce que sans révéler trop sur ma nouvelle, en fait, il y a une révélation, en fait, dans chaque... en fait, ils sont 4 gamins, en fait, dans cette bande, et ils ont chacun leur carte au trésor et leur truc, leur boîte à trouver, qui va révéler quelque chose, quoi. Sauf qu'à l'époque, malheureusement, il y en a certains qui ne savaient pas lire une boussole. Et du coup, il y en a la moitié qui l'ont trouvé et l'autre moitié qui n'ont rien trouvé du tout. Et là, en fait, il se passe qu'à un moment donné, David, le personnage principal de la nouvelle, en fait, va replonger dans le passé par l'intervention d'un mail, en fait, que sa mère a reçu. Il va replonger dans cette histoire de carte au trésor non résolue. Et il va décider justement de se relancer là-dedans, quoi, de la retrouver déjà, et d'essayer de trouver en fait le fin mot de l'histoire. Et, et voilà, et en fait l'histoire, du début à la fin, reste mystérieuse et étrange, parce qu'en fait, vous le verrez en lisant, on nage vraiment dans le mystère, quoi. On ne sait pas vraiment les choses, et ça c'est plutôt intéressant, et j'adore faire ça, quoi. Après, par rapport aux références que j'ai là-dessus, comme je te disais tout à l'heure, Barbara, j'en ai pas vraiment, à part les Goonies, mais ça, c'est vraiment la carte au trésor avec le trésor du pirate, etc. Mais sinon, j'ai pas vraiment. Si, il y a le secret de la pyramide aussi. Ça, c'était un film des années 80 qui en a marqué plus d'un avec Sherlock Holmes et, comment il s'appelle, Watson. C'était un sacré bon film, ça, où justement, c'était vraiment une énigme, un truc à résoudre. Il n'y avait pas de trésor à la fin, mais c'était vraiment énigmatique, quoi, comme film. Ça a marqué beaucoup de monde, Le secret de la pyramide. Je crois que c'est le réalisateur d'Harry Potter, il me semble, qu'il avait fait, ou qui avait fait le scénario, je ne sais plus. Oui. Et là, vraiment, c'est captivant, parce que on se demande, voilà, les trucs se délient au fur et à mesure, hein, etc. C'est vraiment intéressant, quoi. Et donc, j'ai pas vraiment de référence là-dedans. Après, les trucs enterrés, il y en a pas mal, hein, des trucs. J'avais noté quelques trucs. Il y a souvent les enfants qui enterrent des boîtes, hein, pour les ressortir plus tard, quoi. Sauf que des fois, ils les retrouvent pas. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. J'avais déjà enterré, je sais plus trop quoi. J'avais écrit des mots, je sais plus quoi. J'avais enterré cette boîte, hein. Impossible de la retrouver, quoi, hein. J'ai refouillé, j'ai creusé plein de fois dans des endroits où je pensais l'avoir enterré. Je l'ai jamais retrouvé. Et j'ai vu que j'ai regardé Stand By Me il n'y a pas longtemps, là, le film adapté de la nouvelle de Stephen King. Et justement, il y en a un des enfants qui avait enterré une boîte aussi et qui n'arrive pas à la retrouver, quoi. Sauf que là, dans l'histoire que j'ai écrite, en fait, on ne sait pas vraiment qui c'est qui a enterré qui est à l'origine de ce jeu de piste, en fait. Et tout au long de la nouvelle, on se pose des questions de savoir qui c'est, quoi. Ça pourrait être très bien un des 4 enfants ou peut-être quelqu'un d'autre, quoi. Et du coup, voilà, mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de références là-dessus, quoi. Je ne sais pas si toi, tu as cherché un peu ou si tu as trouvé quelque chose, mais Alors, sur pardon, sur les les chapeaux. énigmes, Sur les sur les énigmes, films. après, les énigmes, c'est vraiment une base de beaucoup, je pense, vraiment de beaucoup de films d'horreur. Je pense le côté vraiment justement donc trouver un message, on ne sait pas d'où il vient, mais que les personnages décident de le résoudre. J'ai pas des références comme ça en tête, mais c'est quand même quelque chose, un moteur assez fréquent donc on se prend au jeu pour finalement découvrir quelque chose de pas du tout amusant, même si la proposition à la base est amusante. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant cette thématique donc autour justement de la révélation qui va être plutôt angoissante et qui est utilisée beaucoup dans l'horreur. Je pensais notamment au niveau des énigmes, au niveau du jeu. On a un des films les plus populaires, je pense qu'on a Saw par exemple qui fonctionne beaucoup là-dessus et qui d'ailleurs rappelle justement ce côté enfantin du personnage qui lance ces énigmes terribles à résoudre et dans lesquelles les personnages sont impliqués de force, puisque son intermédiaire, c'est une poupée de clown, je crois, si je ne me trompe pas. Donc on est vraiment dans la référence à l'enfance avec un intermédiaire enfantin, donc qui rappelle, là on joue un jeu, mais en fait le jeu n'est pas drôle du tout. Et je ne sais pas si vous avez d'autres références de films un peu basés là-dessus,
que vous avez vu, Maxime, je vois que tu approuves. Mais on est souvent quand même dans l'horreur, voilà, sur cette nuance entre jeu qui n'amuse souvent qu'une personne, soit une entité maléfique, soit un tueur sadique. Oui, alors sur les films à énigmes, et puis en particulier à énigmes mathématiques, il y a un film que j'aime beaucoup et que les geeks connaissent, c'est Cube. Ce film qui date du tournant des années 2000, où des gens qui ne savent pas trop ce qu'ils font là sont enfermés dans un cube géant et ils doivent résoudre l'énigme de comment sortir du cube, qui est une espèce de Rubik's Cube énorme, avec des pièges, avec des règles mathématiques à saisir. Et justement, il faut être bon en maths pour arriver à comprendre comment les différentes sections du cube sont agencées. Donc pour moi, c'est le cauchemar. Hein. Et être enfermé dans un cube, il faut être fort en maths pour sortir. Mais moi, je suis fini tout de suite, quoi. Donc ça m'avait frappé, et ça c'était une de mes références. Et c'est un peu comme dans Saw, en effet, où il y a une course contre la montre pour résoudre une énigme. Voilà, donc moi c'est vrai que c'était peut-être une de mes sources d'inspiration, peut-être. Qui sait. J'y avais pas pensé. Oui, moi j'avais pensé justement aussi à The Cube, donc c'est bien que tu le cites. Et effectivement, la référence, la connexion avec ta nouvelle est parfaite, comme quoi d'autres personnes ont eu l'idée que ne pas être bon en maths pouvait être fatal. C'est vrai. C'est vraiment là, littéral. Et Nolwenn Alors moi, alors The Cube, je l'ai vu un peu jeune et ça fait partie des films qui m'ont terrifiée. C'est Juste titre. Ah oui. Mais au niveau de ma nouvelle, c'est moins des nouvelles comme ça que. En fait, j'y ai pensé après l'avoir écrite, mais ma nouvelle peut avoir comme source d'inspiration inconsciente le roman que je n'ai pas lu et le film Le Prestige oui, de, de Nolan, avec cette idée que derrière les plus beaux tours, il y a des sacrifices qu'on doit parfois faire, et donc ces sacrifices sont évidemment très très lourd à porter pour la personne. Et il y a un peu cette idée que pour arriver aux étoiles, pour faire le plus beau tour, pour être le meilleur magicien, il faut peut-être se salir un petit peu les mains. Donc ça, le Prestige qui est pas là, on n'est pas tellement on n'est pas du tout dans le film d'horreur, mais on est quand même sur un film avec quelque chose d'assez amoral et des personnages plutôt anti-héros. Avec un côté très ambigu moralement, et on n'est pas dans le film à énigme, mais on est dans le film à chute, ce qui est un peu le pendant, avec l'idée de poser quelque chose et d'ensuite essayer de surprendre le spectateur. Alors je n'ai pas lu le roman, donc si des gens ont lu le roman, ça m'intéresserait de savoir ce qu'ils en ont pensé. Je pense que je lirai un de ces jours, mais en tout cas ça peut faire partie. Ouais, le roman est très différent du film. Hein. L'histoire de base est la même, mais la fin n'est pas du tout la même. Ça part dans une autre direction. C'est plus fouillé, plus compliqué que le film. Le film a essayé de rendre ça cohérent en 2 heures, parce que le roman, il va très très loin. Hein. C'est vraiment, ça vaut le coup de le lire, du coup, parce que ça raconte presque une histoire différente après. Donc je note, alors j'irai le lire. Merci. Et notamment, je pense comme ça, dans le côté énigme et mystère, on a parfois aussi dans des films le côté de se prendre au jeu soi-même, à essayer de décrypter quelque chose et de réveiller finalement une entité ou quelque chose de complètement incontrôlable, juste parce que plus souvent des adultes se sont pris au jeu d'essayer de lire une formule, de décrypter un langage sans savoir ce qu'ils faisaient, ou des fois en sachant ce qu'ils font. Je pense notamment Ah, j'ai plus le nom. Ah mince, j'ai... Ah oui, Hellraiser, excusez-moi. Donc là aussi, en parlant de cube, on est justement aussi sur le côté cube, donc le Rubik's Cube qui est très pratiqué par les enfants. Je crois que c'était revenu à la mode même chez les collégiens à un moment. Ils en avaient tous à un moment il y a quelques années. Je ne sais pas si c'est toujours à la mode, mais ça reste très populaire chez les enfants, le côté de réussir à résoudre le cube, pour aussi un peu se vanter, je pense, auprès des camarades, montrer qu'on est plus malin. On aime bien, quand on est enfant, justement, je pense aussi les énigmes pour se valoriser, pour se donner de la confiance en soi. Et effectivement, dans le Hellraiser, on a pareil, on a ce cube. Donc là, le décryptage du code du cube est volontaire, mais ça provoque quelque chose que le personnage lui-même qui a décodé le cube n'était pas prêt. Enfin, il n'était pas prêt pour ça. Donc, le Riser, je n'avais pas pensé. Ouais.
Donc il y en a plein, quand on commence à discuter, il y en a Ouais, ouais. Et énormément. pourtant, moi, j'ai cherché, hein, je te jure que j'ai cherché sur Internet, mais il n'y a rien qui m'est venu. Et pourtant, les risers, je connais depuis que je suis jeune, hein. Et voilà, c'est vrai que j'ai pas Il y trop a de peut-être références à ce niveau-là. Pardon? il y a peut-être un film qui m'a inspiré inconsciemment, qui n'est pas un film d'horreur, mais qui est dans la thématique, c'est Jumanji. Effectivement. Le premier des années Ah 90, ouais. hein, j'ai pas vu les autres, mais voilà, sur cette idée de jouer à un jeu et puis de se retrouver vraiment à l'intérieur du jeu. En fait, c'est un peu le concept que j'ai suivi dans cette histoire de problème, hein, où au lieu de résoudre le problème sur le plan théorique, on se projette un petit peu dedans. Donc voilà, mais là aussi c'est un film pour enfants, c'est un film d'action, mais qui est en fait basé sur un concept assez horrible parce que finalement on risque de mourir à tout instant, c'est vraiment un jeu très dangereux. Et Ouais, oui, ouais. c'est beaucoup plus que ce qu'on avait attendu en commençant la partie. Donc, ouais, il y a Et peut-être de avec ça en aussi. plus une formulation par énigme à chaque fois, Mm. avec l'énigme qui arrive, le Oui, texte, et Il on a oui, raison. doit oui. un peu deviner pour se préparer face au danger qui va arriver. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, C'est vrai il y a que de oui, ça la peut-être. phrase, ouais, je me rappelle. Mhm. Il y a l'idée justement, dans Jumanji même, c'est quand même assez inquiétant parce que l'idée de rester aussi coincé à jamais, puisqu'on a le personnage d'Alan qui est piégé depuis l'enfant, donc c'est pas un Ouais. sort très heureux et c'est pas un sort qu'on aurait envie de connaître, je pense, en tant qu'enfant, d'être enfermé dans un monde complètement où tout est hostile et où tout veut te tuer. Mhm. Je pense que globalement, même si on n'est pas dans l'horreur, on est quand même dans une part d'angoisse enfantine assez forte. Ouais. D'ailleurs, pour ceux qui ont connu le dessin animé, la musique du générique n'était pas très rassurante quand même. Il y a un côté sombre, aventure, mais pas très joyeux quand même, de ce que je me souviens. Le concept du jeu, c'est de durer pas longtemps. Et donc, quand on se Oui. retrouve coincé 30 ans Voilà. dans le jeu, le jeu remplace la vie. Et là, il devient angoissant, quoi. C'est ça le problème. Mhm. Je pense que c'est C'est le vrai cas que pour un peu tous les films qui se basent Mhm. sur le principe du jeu, qui sont. C'est que le jeu, à chaque fois, dans les films, va trop loin. Et donc, ce qui Mhm. amusait au début n'amuse plus du tout les personnages dès la fin de la première partie du film. Tu voulais C'est dire vrai. quelque chose, Eric? Je non, crois que non, je parlais du premier, de celui de 96 avec Robin Williams, ouais. Celui-là, Mhm. c'était un peu jeu de société, alors que les deux récents, c'est plutôt les jeux vidéo, quoi. oui. Moi, je les ai vus, les deux derniers, ils sont pas mal, ça m'a quand même assez plu, quoi. Avec mes filles, on les a regardés, on a bien, bien aimé, quoi. Mais Mhm. c'est vrai que le premier, quand même, le jeu de société, c'était sympa, quand même. J'avoue que Oui, c'est vrai c'était d'ailleurs qu'il y a une évolution que Jumanji justement a pris avec ses reboots, c'est que on est peut-être plus aujourd'hui dans les jeux vidéo. Et Mm. d'ailleurs, en parlant des jeux vidéo, je pense qu'au niveau des jeux d'horreur en jeux vidéo, il y a aussi Ah, un ah oui. gros développement là-dessus. Et je pense que c'est même beaucoup plus efficace aujourd'hui que les films d'horreur. Ah, mais tout à fait, hein. Moi, surtout que je suis un grand joueur, je joue encore beaucoup à des jeux d'horreur, justement. Le dernier que j'ai fait, c'était Visage. Et c'est vraiment typiquement le jeu d'horreur à énigme, quoi. C'était, des fois, je faisais exprès de ne pas regarder la solution sur Internet, quitte à passer des heures et des heures à chercher un truc, mais je voulais à tout prix le faire moi-même. Et c'est vrai qu'il y a des sacrées énigmes et on passe des heures à chercher et on flippe vraiment, hein. Moi, je te garantis que j'ai crié devant mon écran, je ne sais pas combien de fois. Ça, c'est vraiment le jeu vidéo arrive à faire des choses que le cinéma n'arrive pas à faire, en fait, hein. Parce que dans le jeu vidéo, on est vraiment plongé là-dedans, on est vraiment acteur du jeu, quoi. Ça, c'est phénoménal, quoi. Il y a un côté très Voilà. immersif, donc on a l'impression d'y être, quoi. Ah ouais, ouais. Et pour le coup, Le visage, là, le dernier que j'ai fait était vraiment exceptionnel. effectivement, pour le coup, on choisit nous-mêmes vraiment de vivre l'horreur à travers le jeu. Donc, un peu comme les personnages des films qui se laissent embarquer malgré eux parce qu'ils ont lancé un jeu qui va trop loin. Bon, nous, heureusement, si on lance un jeu d'horreur, il ne va rien nous arriver de plus que d'avoir une belle frousse peut-être à un moment. Mais c'est un petit peu ce côté finalement que, même nous, au-delà des personnages de fiction, on peut être amené à vouloir jouer, à se faire peur, à dépasser ses limites. Je pense que c'est quelque chose
que le jeu, et le jeu avec un côté inquiétant, avec peut-être quelque chose, quand il y a des résolutions d'énigmes un peu maudites, ou même des enfants qui vont jouer à invoquer des esprits ou des choses comme ça, on n'a pas vraiment envie que ça arrive, mais le fait que ça pourrait arriver, je pense, fait qu'on est quand même tenté Exactement, mais comme dans ma nouvelle, en fait. Dans ma nouvelle, en fait, ça peut être ce qu'on trouve, en fait, au final, peut-être bien et peut-être justement tout à fait le contraire. Donc, David, mon personnage principal, aurait pu très bien ne rien faire et ne pas rechercher cette carte pour trouver cette boîte. Il aurait pu très bien tout laisser en plan et ne rien faire, mais il est quand même tenté d'aller voir, même si ça peut pas être bien, quoi. Et il peut très bien ne pas s'en remettre, mais il y va quand même, quoi. C'est toujours que lui. C'est un peu une punition presque de la curiosité. C'est souvent quelque chose qu'on reproche de certaines manières et qu'on associe beaucoup aux enfants. Donc, on leur dit qu'il ne faut pas être curieux, c'est mal. Et c'est vrai que dans ce cas, presque la curiosité est punie. C'est ça, c'est exactement ça, ouais. Et ce que je trouve intéressant, c'est que justement, on est vraiment finalement, avec toutes ces questions d'énigmes, de mystères, de jeux, en fait, on est vraiment finalement dans la modalité aussi avec laquelle les enfants vont apprivoiser le monde peu à peu, parce que les enfants adorent jouer à se faire peur, mais il faut juste que ça reste dans le confin qui est une mesure, c'est-à-dire, et plus ça va, plus ils vont essayer, plus ça va aller loin, plus à la préadolescence ou adolescence, on va commencer à regarder un peu des films qui font peur, des films d'horreur, etc. Mais même avant, jouer au Grand Méchant Loup, jouer à la sorcière, etc. Enfin, c'est vraiment une sorte d'apprentissage aussi, peu à peu, de toutes les choses qui nous dépassent. Et résultat, enfin, c'est pas du tout incohérent que finalement l'horreur, le fantastique, l'étrange partent sur toutes ces questions de jeu qui aillent trop loin, parce que c'est cette perte de contrôle et le fait d'être confronté peut-être parfois trop tôt à des choses qu'on n'est pas prêt à affronter. En général, c'est vrai que c'est plutôt des jeux, que ce soit un jeu vidéo, une énigme à résoudre et des choses comme ça. On va faire pour justement se sentir courageux, mais on va dire que le courage est mis à rude épreuve dans les vraies histoires où il y a vraiment du fantastique derrière, ou un tueur un peu fou qui va assurer, on va dire, la suite du scénario. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si vous avez, par exemple, un film préféré ou une référence sur l'enfance que vous voudriez particulièrement mettre en avant parmi d'autres qu'on a cités. Si vous voulez en parler de quelque chose qui vous tient à cœur, c'est le moment. Donc un film, un livre. Ah si, ouais, La Nuit d'été de Dan Simmons. Ça, c'est un sacré livre. C'est sorti après ça de Stephen King. Oui. Et je crois que c'est une trilogie. Je me suis aperçu des années après avoir lu le premier, en fait, je me suis aperçu qu'en fait, il y en avait deux autres qui étaient sortis avec un personnage récurrent, un gamin qui avait grandi, en fait. Et ça se tenait en 3 livres. Et Nuit d'été, je crois que c'est le roman qui m'a fait le plus peur, en fait. Je l'ai lu quand j'avais une vingtaine d'années, je crois. Et franchement, je le conseille à beaucoup de gens. Il n'y a peut-être pas grand monde qui le connaît, mais ça s'appelle Nuit d'été de Dan Simmons. Et même Stephen King avait mis un mot dedans, je crois, sur la couverture, comme quoi c'était un des thrillers ou c'était un des romans qui avait fait le plus peur, en fait. Donc, quand même, il mettait son petit truc, sa petite annotation pour dire que ça valait le coup de le lire. Donc, je le conseille, celui-là. Ça parle d'une bande de gamins, en fait. C'est comme c'est le principe de ça, en fait, de Stephen King. Sauf que celui-là, il fait vraiment flipper, je trouve. Voilà. Ça donne envie. Hein. Ah oui. J'ai lu 3 fois. Oui. Ah oui, quand même. Ah, il doit être bien. Ah ouais, je me suis régalé. Comme Le Fléau, d'ailleurs. Le Fléau, Stephen King. Bon, ça parle pas d'enfants, mais je l'ai lu 4 fois. Après, sur l'enfance, je pense qu'il y a un film que moi j'ai beaucoup aimé, qui n'a pas trop bien marché en fait, et voilà, qui est adapté d'un livre pour enfants très connu aux États-Unis et assez connu un peu en France aussi maintenant. C'est Max et les Maxi Monstres.
Je dis, alors c'est pas parce que je m'appelle Maxime que j'aime ce film particulièrement, mais le héros s'appelle Max, un petit garçon odieux qui fait des caprices et des crises terribles, qui est très très méchant. Et puis il va fuguer parce qu'il en a marre de sa maman, qui l'empêche toujours de tout faire, tout ça. Il prend un bateau, il voyage vers une île où il va rencontrer des monstres. Et donc il va sympathiser avec eux, il va vivre avec eux, mais il va se rendre compte que c'est des monstres et que tout en étant amusant et sympa par moment, ils sont aussi très méchants et potentiellement ils mangent des enfants. Donc voilà, c'est comment il va vivre avec ces monstres sur cette île et comment ça va le faire réfléchir un petit peu sur lui-même aussi en arrivant là-bas. Et je trouve que c'est un film qui aborde le monde de l'enfance, ce côté mélange entre le réel et l'irréel de manière très, 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 très fine. Moi, j'ai vraiment bien aimé, quoi. Et sinon, je sais pas, est-ce que Barbara, tu m'autorises à citer un jeu de rôle plutôt? Oui, bien sûr, on est toujours dans le jeu après. Et en fait, moi, j'aime bien envie de citer le jeu de rôle Tales from the Loop, qui en fait surfe un petit peu sur toute la vague revival des années 80, Stranger Things, etc. Et en fait, ça propose de jouer des bandes de gamins dans les années 80, soit en Suède, soit en Amérique, soit là où on veut en fait, et confrontés à des choses de plus en plus étranges, avec un côté très progressif d'une aventure à l'autre, mais avec des choses qui sont à la fois intéressantes ou intrigantes pour des enfants, des oiseaux qui se mettent à parler, un portail vers un monde où il y a des dinosaures, ce genre de choses. Et en fait, à chaque fois que les enfants y plongent, c'est quand même souvent super dangereux et ils peuvent vraiment se blesser, etc. Donc il y a quand même un enjeu pour les joueurs. Et si le sujet vous intéresse mais que vous n'êtes pas du tout jeu de rôle, il y a une série qui a été adaptée de ce jeu qui est sorti et qui s'appelle aussi Tales from the Loop et qui a un côté très contemplatif sur vraiment comment, en fait, ce que j'aime beaucoup dans et le jeu de rôle et cette série, c'est que on est vraiment dans une sorte de rétrofuturisme avec une technologie qui est beaucoup plus poussée que celle qu'on avait dans les années 80, mais qui va épouser et renvoyer nos angoisses un peu primales, tout le rapport à la mort, comment on se souvient des gens qui partent, qu'est-ce qui fait de nous des humains. Enfin, ça devient des questions très générales et c'est toujours l'histoire, c'est toujours une sorte de façon d'aborder ces questions-là. Et souvent, les enfants sont quand même un petit peu secoués par tout ça. Donc, je pense qu'on est pas mal dans le thème. Merci. Bon, merci pour d'avoir chacun trouvé une petite référence en plus. Donc pour, Barbara, ma carte. Eh oui. J'avais préparé. Eh oui, quand même. Parce que donc Eric avait préparé une petite carte. Ouais, c'est une carte que j'ai repêchée sur Internet, que j'ai dessinée moi-même après. Hein. Ça ne fait pas partie de la nouvelle, mais c'était pour pour marquer le coup, sauf que j'avais oublié de la sortir. C'est carte collector Voilà, je la gardais précieusement. Pour les prochaines dédicaces. Voilà. Donc, c'est vrai que ça fait une dédicace originale de la dessiner dans le recueil. Bonne idée. Voilà. Comme ça, souvent les auteurs se demandent ce qu'ils vont bien mettre comme dédicace dans leur nouveau livre. Moi, je mettrais une équation, je pense. Voilà. Excellent. Que je ne saurais pas résoudre, mais je la mettrai, puis c'est le lecteur qui la résoudra. Voilà. Ça peut peut-être être une énigme impossible qui va en traumatiser plus d'un, tu ne sais pas. Un as de train et de baignoire, et ouais. En tout cas, merci beaucoup donc, à tous les trois pour ce live. Merci aussi à nos spectateurs qui sont là actuellement ou qui nous rejoindront plus tard avec la rediffusion du live, donc qui sera sur Facebook et sur YouTube aussi. Donc, en attendant, donc, la campagne Ulule se poursuit. Donc, on est proche des 100%. Donc, on compte sur vous pour que cette campagne soit un grand succès. Donc, merci beaucoup de nous suivre, de nous soutenir. Et puis, rendez-vous mercredi prochain pour 3 nouveaux invités et une nouvelle thématique. Et sur ce, très bonne soirée à tout le monde. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Et puis, merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup. Au revoir.